Le soleil couchant baignait la route d'une lueur orangée devant la Peugeot de Nicolas. Lui et Marie-Claire se rendaient à une soirée grandiose organisée par leur vieil ami François. Nicolas s'engaga dans l'allée menant au château de François et jeta un coup d'œil à sa femme. François ne change pas, soupira Marie-Claire en ajustant sa coiffure dans le rétroviseur. Je parie qu'il a encore invité la moitié de Paris. Nicolas acquiesça, se remémorant leur précédente visite. Les branches des vieux tilleuls surplombaient le portail, projetant de douces ombres sur la pelouse et l'allée menant à la demeure. « Tu connais François ?» sourit-il. Pour lui, plus il y a d'invités, mieux c'est. Même s'il se plaint toujours de ne pas aimer ces grands rassemblements. Marie-Claire eut un petit rire en secouant la tête. « Tu te souviens l'année dernière quand il a essayé d'organiser un dîner intime pour 20 personnes ? Et au final, il s'est retrouvé avec 80 convives. » Le couple rit en se remémorant cette soirée. En 4 ans de mariage, il n'avait manqué aucune fête chez François, et chacune d'entre elles était devenue un événement inoubliable. « Au fait, tu n'as pas oublié qu'on reste dormir cette fois ?» demanda Marie-Claire. « J'ai mis nos affaires dans le coffre. »« Bien sûr que je m'en souviens, » acquiesça Nicolas. François a insisté pour qu'on reste. Il a dit qu'il avait préparé un petit déjeuner spécial pour ses amis proches. Ils arrivèrent devant l'imposant portail en fer forgé. Nicolas baissa sa vitre et donna leur nom au gardien. Le portail s'ouvrit lentement, les laissant entrer dans la propriété. Le château de François était un véritable chef-d'œuvre architectural, un bâtiment de 3 étages de style Louis XIII, avec des colonnes blanches et d'immenses fenêtres. Des pelouses impeccables s'étendaient à perte de vue. La fontaine devant l'entrée principale scintillait sous les derniers rayons du soleil. Nicolas gara la voiture sur le parking réservé, où se trouvait déjà une vingtaine de voitures de luxe. Il fit le tour pour ouvrir la portière à Marie-Claire. Elle sortit gracieusement, lissant les plis de sa robe de soirée émeraude. « Alors, prête pour une nouvelle soirée folle à la François ?» demanda Nicolas en lui offrant son bras. « Avec toi, toujours ?» sourit Marie-Claire, et le couple se dirigea vers l'entrée principale. La porte s'ouvrit avant même qu'il n'ait eu le temps de sonner. François se tenait sur le seuil, un homme grand et élancé d'une 40aine d'années, avec une barbe soigneusement taillée et un regard vif dans ses yeux noisettes. « Nicolas, mon vieux. Marie-Claire, ma beauté. » s'exclama-t-il en les prenant dans ses bras. « Que je suis content que vous ayez pu venir. » Comme si on avait le choix, grogna Nicolas avec humour. « Tu nous aurais déterrés si on n'était pas venus. » François éclata de rire en tapant l'épaule de Nicolas. « Tu me connais trop bien, mon pote. Entrez, faites comme chez vous. Les boissons sont dans le salon, les amuse-bouches sont partout. Et n'hésitez pas à explorer la maison, j'ai fait refaire l'aile ouest récemment. » Ils entrèrent dans un vaste hall au sol en marbre et au lustre en cristal. Les sons de la musique et le brouhaha des conversations leur parvenaient de l'intérieur de la maison. François les conduisit au salon, une pièce immense au plafond haut et aux baies vitrées donnant sur l'arrière-cour avec sa piscine. La pièce était remplie de monde, hommes en costume chic, femmes en robe de soirée. Des serveurs circulaient entre les invités avec des plateaux chargés de coupes de champagne et de canapés. « Oh, je vois Laura », dit François en faisant un signe de tête vers une élégante brune près de la cheminée. « Je vais aller la saluer. Amusez-vous bien. » Il disparut dans la foule, laissant Nicolas et Marie-Claire seuls. « Eh bien, voyons qui notre ami insatiable a invité cette fois », proposa Nicolas en prenant 2 coupes de champagne sur le plateau d'un serveur qui passait. Les heures suivantes passèrent comme dans un brouillard. Nicolas et Marie-Claire bavardèrent avec de vieilles connaissances, nouèrent de nouveaux contacts, dansèrent et savourèrent des amuse-bouches raffinées. Nicolas remarqua que de nombreux hommes jetaient des regards admiratifs à Marie-Claire, et il sentit une bouffée de fierté à l'idée qu'elle était sa femme. Vers minuit, Nicolas réalisa qu'il avait pas mal bu. Sa tête tournait légèrement et sa langue commençait à fourcher. Il décida de prendre l'air et sortit sur la terrasse. L'air frais de la nuit éclaircit un peu ses idées. Nicolas prit une profonde inspiration, savourant le parfum des roses en fleurs. Soudain, il réalisa qu'il n'avait pas vu Marie-Claire depuis un bon moment.
Inquiet, Nicolas retourna à l'intérieur. Il parcourut plusieurs pièces avant de l'apercevoir dans un coin reculé de la bibliothèque. Elle discutait avec animation avec un grand homme brun que Nicolas ne reconnut pas. Quelque chose dans sa posture, dans la façon dont il se penchait vers Marie-Claire, le mit en alerte. Nicolas commença à se frayer un chemin à travers la foule pour les rejoindre, mais François l'arrêta en lui tapant sur l'épaule. « Nicolas, te voilà. Viens, je veux te montrer ma nouvelle collection de cognac, dit-il en l'entraînant vers la cave à vin. Nicolas jeta un dernier regard à Marie-Claire et à l'inconnu avant de se laisser emmener par François. C'est une femme adulte, pensa-t-il. Il n'arrivera rien de grave si je la laisse seule un moment. Comme il se trompait. Le lendemain matin, Nicolas se réveilla avec un mal de tête terrible. Les souvenirs de la soirée étaient flous et lui échappaient. Il ouvrit péniblement les yeux et regarda autour de lui. Marie-Claire et lui se trouvaient dans l'une des chambres d'amis du château de François. Marie-Claire dormait encore, recroquevillée de son côté du lit. Nicolas se leva doucement, s'efforçant de ne pas la réveiller, et se traîna jusqu'à la salle de bain. Une douche froide le remit un peu d'aplomb, mais son mal de tête persistait. En descendant à la cuisine, il y trouva François déjà en train de préparer le fameux petit déjeuner promis. « Bonjour, belle au bois dormant », ricana-t-il en tendant à Nicolas une tasse de café serré. « Comment tu te sens ? » ?»« Affreux », gémit Nicolas en prenant une gorgée du breuvage brûlant. « Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant bu. »« Ah ça, tu t'es lâché hier soir ?» François secoua la tête. « Vers la fin de la soirée, tu as essayé de chanter du karaoké. C'était mémorable. » Nicolas gémit en cachant son visage dans ses mains. « Pitié, dis-moi que tu n'as pas filmé ça. »« Eh bien, je ne vais pas mentir, » sourit François malicieusement. Ils rirent un peu, et Nicolas sentit la tension le quitter légèrement. Mais quelque chose le tracassait encore, un vague souvenir. « Dis, François, » commença Nicolas prudemment. « Tu ne te souviens pas avec qui Marie-Claire parlait hier soir ? Un grand type brun, je ne l'avais jamais vu avant. » François réfléchit un instant tout en remuant les œufs dans la poêle. « Ah, tu parles de Julien ? Julien Dubois, il se présente à la mairie. Pour être honnête, je ne l'avais pas invité, il est venu avec une dame. Mais elle est partie rapidement, et lui est restée. » Nicolas fronça les sourcils, essayant de rassembler les bribes de ses souvenirs. « Et qu'est-ce que tu en penses ?» demanda-t-il l'air de rien. François haussa les épaules. « Franchement, pas emballé. Un type un peu trop lisse à mon goût. Il paraît qu'il ne recule devant rien en politique. Et côté vie privée, ce n'est pas un saint non plus. On dit qu'il a un faible pour les femmes mariées. » Nicolas sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Tu l'as vu parler avec Marie-Claire ? » Brièvement, répondit François en disposant les œufs sur des assiettes. « Ils ont parlé assez longtemps. Mais tu connais Marie-Claire, elle sait se défendre. » Nicolas hocha la tête, mais un doute commençait à le ronger. À ce moment-là, Marie-Claire entra dans la cuisine, l'air endormi et échevelé. Elle embrassa Nicolas sur la joue et remercia François pour le petit déjeuner. Nicolas l'observa attentivement, cherchant à détecter des signes de « quoi ?» Il ne savait pas lui-même. Ils prirent leur petit déjeuner en échangeant des blagues et des souvenirs de la soirée. Marie-Claire semblait normale, peut-être un peu fatiguée, mais joyeuse et aimante. Nicolas s'était presque convaincu que ses soupçons étaient sans fondement. Après avoir dit au revoir à François, le couple monta dans la voiture et prit la route de Paris. En chemin, Marie-Claire parlait des gens qu'elle avait rencontrés à la soirée. Nicolas écoutait d'une oreille distraite, acquiesçant au bon moment. Sa femme ne mentionna pas une seule fois le nom de Julien. 3 mois plus tard, Nicolas eut l'occasion de se remémorer cette nuit dans tous ses détails douloureux. Les 2 derniers mois avaient été mouvementés chez eux. Peu après la soirée, Marie-Claire avait commencé à rentrer tard de ses rendez-vous ou de ses visites à ses parents. Quand il l'interrogeait sur les raisons de ses retards, elle devenait agressive et se mettait sur la défensive, disant qu'elle avait perdu la notion du temps ou qu'elle devait terminer un projet avant de pouvoir partir.
Elle s'était également mise à faire du bénévolat au comité local du parti Les Républicains après le travail, ce qui lui prenait du temps. Marie-Claire était directrice de son service, et ses compétences dans ce domaine étaient presque légendaires. Elle était devenue bénévole responsable de bureau dans le QG local de campagne et conseillait sur les initiatives de communication. D'après le peu qu'il en entendait, elle semblait être devenue une bénévole très appréciée. Comme beaucoup de maris trompés qui ne savent pas qu'ils le sont, quand elle a commencé à s'absenter plus souvent de leur maison, Nicolas a remarqué que leur vie sexuelle en pâtissait. Il commençait à essuyer des refus plus fréquemment. Elle avait toujours une raison, comme être fatigué, ou qu'il était trop tard, ou qu'il n'avait pas le temps, mais le fait était là. Un jour, Nicolas parlait à François des problèmes récents dans son mariage. Celui-ci lui jeta un regard inquiet. « Nicolas, je commence à m'inquiéter, » dit François. « Il est possible que je sois la cause du naufrage de ton mariage. Ces dernières semaines, j'ai entendu dire que Julien s'était trouvé une nouvelle femme mariée. Apparemment, il l'aurait rencontrée lors d'une soirée du Nouvel An, et on sait tous les deux où il était et avec qui il a passé la majeure partie de la soirée du Nouvel An. Elle serait aussi bénévole dans sa campagne pour la mairie. » Nicolas se sentit pris de vertige et son souffle se coupa un instant. François le regarda et continua de parler. « Nicolas, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu blanc comme un linge. » Nicolas resta assis, regardant François, puis dit « Marie-Claire a commencé à faire du bénévolat pour les Républicains dans leur bureau environ 1 heure après le travail et le samedi. Elle rentre toujours tard et refuse de parler de ce qu'elle fait. On dirait que chaque fois que j'aborde le sujet, elle devient irritable. Ces derniers soirs, elle s'énerve si je m'approche d'elle. » François se renversa dans son fauteuil et serra les lèvres un instant, puis dit « Nicolas, je vais tirer ça au clair. Non, disons simplement que j'ai l'intention de lui faire payer s'il abuse de mon hospitalité en commençant une liaison avec la femme de mon meilleur ami. J'aurais dû le faire partir quand sa compagne est partie, mais j'étais trop préoccupé à être un bon hôte. Si je t'ai causé des ennuis, mon ami, je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour arranger ça. » Nicolas savait qu'il pouvait faire confiance à François. Ils étaient plus proches que des frères. François était intelligent, probablement plus que quiconque Nicolas ait jamais rencontré. Ils étaient dans la même classe au lycée. François était major de promotion, tandis que Nicolas avait tout juste réussi à se classer dans les 10 premiers sur 223 élèves. François avait fait 1 an à Sciences Po avant de décider que c'était une perte de temps. Il n'avait jamais eu besoin d'étudier, séchait presque tous les cours, mais gardait quand même une moyenne de 18/20e. Finalement, il avait juste suivi quelques cours de finance, puis s'était mis à étudier tout seul tout ce qu'il fallait savoir sur les investissements et la finance. Bien sûr, la raison pour laquelle il avait besoin d'étudier les affaires et la finance, c'est qu'en première année à Sciences Po, il avait hérité d'un peu plus de 70 000 € à la mort de ses grands-parents. Contrairement à la plupart des jeunes gens recevant de l'argent, François ne l'avait pas dilapidé. Il avait acheté une Citroën d'occasion et investi le reste en bourse. Il avait acheté ses 2 premières actions sur les conseils d'un courtier. Évidemment, c'étaient des coups dans l'eau, et les seuls à en avoir tiré profit étaient le courtier et sa société. Cela avait beaucoup irrité François, qui s'était alors mis à étudier. Il regardait BFM Business, lisait et faisait des recherches. Il décida d'ouvrir un compte chez un courtier en ligne. Il y transféra toute sa fortune et commença à investir par lui-même. Dès la première transaction que François fit seul, il commença à gagner de l'argent, bien plus qu'avec l'aide des soi-disant experts. Bien sûr, ça n'avait pas nui qu'il commence à investir à la fin des années 90, pendant le boom technologique et Internet. Il achetait et vendait beaucoup d'actions dynamiques. Non, il ne gagnait pas sur l'achat-vente, mais il réussissait à faire croître son capital de façon exponentielle. Nicolas avait terminé ses études à HEC et travaillé 4 ans comme commercial pour une chaîne de restaurants. N'aimant pas voyager et étant sérieusement épris de Marie-Claire, il était devenu courtier en bourse. Il gérait une petite partie des millions de François. Celui-ci lui avait confié la gestion de certains de ses investissements quand Nicolas débutait dans ce métier.
Nicolas soupçonnait que François faisait cela pour l'aider et se sentait mal à l'aise. Il savait que François n'avait pas besoin de ses conseils ni de sa gestion d'une partie de son portefeuille et avait l'impression que c'était une sorte de charité. Mais François l'avait convaincu qu'il avait besoin de lui. Son raisonnement était double. D'abord, il voulait que certains de ses investissements soient dans différentes sociétés de courtage par sécurité. Ensuite, il pensait que quelqu'un dans le métier pourrait avoir vent de bonnes affaires ou de mauvaises nouvelles concernant certaines de ses entreprises avant lui. Non, aucun des deux n'avait jamais envisagé un instant ce qui pourrait être considéré comme du délit d'initié. Mais de temps en temps, Nicolas trouvait des perles de sagesse à partager avec lui. Ils prospéraient tous les deux. François envoyait à Nicolas beaucoup de ses amis ou connaissances s'il voulait les services d'un courtier traditionnel. Et Nicolas gagnait de l'argent en réalisant des transactions pour eux. Le vendredi soir suivant la conversation entre Nicolas et François, il devait aller à une réunion politique avec François et sa compagne. Encore une fois, il invitait Nicolas et Marie-Claire à dîner. Cette fois-ci, pour une raison quelconque, Marie-Claire se montrait encore plus réticente que d'habitude à les accompagner. Nicolas insista pour qu'elle vienne avec lui, et aujourd'hui encore, il le regrette. Peut-être que l'effondrement de leur mariage se serait produit dès que les informateurs de François auraient fait leur rapport. Mais au moins, Nicolas serait resté dans l'ignorance encore un peu. Cependant, ce dîner marqua le début de la fin pour eux. Quand ils arrivèrent, Nicolas vit qu'ils assistaient à un dîner où devait s'exprimer un candidat aux élections sénatoriales. L'argent payé pour les billets allait au parti Les Républicains, bien qu'une partie soit destinée à soutenir les politiciens locaux. Ce que Nicolas ne savait pas, c'est que l'invité d'honneur devait être le candidat à la mairie de leur belle ville. Bien sûr, il ne s'agissait de nul autre que ce satané Julien Dubois. En entrant, Nicolas vit Julien debout à l'avant de la salle, souriant et bavardant avec plusieurs personnalités. Il sentit Marie-Claire s'éloigner légèrement et se retourna pour voir ce qui la dérangeait. Elle se tenait là, regardant Julien. Son visage rayonnait comme celui d'une femme amoureuse. C'est à ce moment-là que Nicolas comprit définitivement qu'il avait perdu sa femme. « Quoi ?» dit-il. Nicolas vit Marie-Claire tressaillir légèrement, puis sourire faiblement. « Désolé, chérie. Je ne réalisais pas pour qui était ce dîner. » Elle avait l'air tellement coupable que Nicolas douta que ce soit vrai, mais ne dit rien. Elle devait savoir que Julien serait là, puisqu'elle travaillait à temps partiel au QG de campagne. Il comprenait maintenant pourquoi elle avait tant résisté quand il avait insisté pour qu'il vienne. Nicolas regarda François et vit que celui-ci, debout avec sa compagne Laura, observait leur conversation. François se tourna et regarda Julien, puis sourit et posa sa main dans le dos de Marie-Claire. Il la conduisit à une chaise et la tira pour l'aider à s'asseoir. Puis il installa Laura sur la chaise à sa gauche. Quand Nicolas passa près de lui, François dit « Désolé, Nicolas. Je ne savais pas qu'il était l'un des bénéficiaires quand je vous ai invité. J'ai vu son visage, mon vieux. J'espère me tromper, mais j'ai rendez-vous lundi avec un ami que j'aimerais te présenter. Pouvons-nous déjeuner? Disons, à 11h30 » Plus tard dans la soirée, Nicolas perdit à nouveau Marie-Claire de vue et, revenant des toilettes, partit à sa recherche. Il réussit à se faufiler sur la scène et dans les coulisses. Il entendit des gémissements et des voix douces et tendres. L'une d'elles, il la reconnut immédiatement. C'était la voix de Marie-Claire. Nicolas, poussé par une impulsion, se dirigea vers les voix. Il trébucha sur un câble tendu et fit du bruit. Il entendit la voix de Marie-Claire. « Oh, quelqu'un arrive. Il faut que je sorte d'ici, chérie. Ça ne sera bon pour aucun de nous deux si on nous surprend maintenant. On se voit au bureau. Je t'aime. » Nicolas entendit un rapide smack, comme si elle avait donné un baiser rapide, puis des pas précipités s'éloignant de l'autre côté de la scène. Il les suivit, mais il était trop tard pour attraper ce qu'il supposait être sa femme infidèle et Julien. Nicolas revenait lentement par le même chemin quand il se heurta à François dans le couloir. Son visage était comme un orage. Il saisit Nicolas et le força à s'arrêter et à le regarder. «
Bon sang, Nicolas, je t'avais dit de laisser tomber, dit François. Mes gars ont besoin de rassembler des informations pour toi avant que tu ne fasses quelque chose de stupide. Si elles te trompent vraiment, et je crois que c'est le cas, nous avons besoin d'informations, de preuves, pour pouvoir planifier correctement et nous venger de ce salaud, et pour que tu puisses obtenir le meilleur accord possible lors du divorce, si c'est ce que tu veux. De la façon dont tu essaies de t'y prendre, la seule chose que tu vas réussir, c'est à te faire écraser par le système judiciaire. Après avoir un peu calmé Nicolas, François poursuivit, « Je les ai vus se précipiter dans l'autre couloir. Ils se sont arrêtés à la porte de la salle, et elle a regardé autour d'elle, essayant de te repérer. Ne te voyant pas, elle a paniqué et lui a dit qu'elle pensait que c'était toi qui rôdais, essayant de les trouver. On dirait qu'elle a des soupçons maintenant, et il te sera plus difficile de le coincer. » Quand ils revinrent à la table, ils firent un numéro. Ils s'assurèrent que Marie-Claire et plusieurs autres les voient rire et se passer une flasque de poche. Marie-Claire regarda Nicolas quand il s'assit à côté d'elle et demanda où ils étaient allés. À ce moment-là, Laura s'approcha de François et l'enlaça. Elle leur sourit et dit « D'accord, vous deux, la prochaine fois que je vous surprends à vous faufiler jusqu'à votre voiture pour boire un coup, soit je viens avec vous, soit je vous dénonce à la police. Maintenant, versez-moi un peu de cette flasque. » Ils observèrent Marie-Claire se détendre un peu, puis se tourner vers Laura et demander « Mon Dieu, c'est donc ça que faisaient ces deux-là ? Je me demandais où ils étaient quand je n'arrivais pas à les trouver. » Laura rit et répondit « Oh oui, j'ai essayé de les rattraper pour avoir ma part avant qu'ils ne rentrent, mais comme tu vois, ils m'ont devancé. » Plus tard, pendant les danses, alors que Nicolas dansait avec Laura, elle se serra contre lui et, à un moment où il essaya de se tourner pour observer la salle derrière lui, Laura l'en empêcha. Elle l'embrassa doucement sur la joue et dit « Non, Nicolas, tu ne devrais pas regarder par là. Danse simplement avec moi et essaie de profiter de la soirée. Je sais ce que tu traverses en ce moment, et crois-moi, ça va empirer. Souviens-toi juste que François et moi sommes de ton côté et le serons toujours. » Nicolas se détendit un peu et l'embrassa doucement en retour. « Merci pour ton aide avec la conversation. J'étais sur le point de craquer, et François semble penser que ce serait vraiment une mauvaise idée. J'ai tellement envie de réduire ce salaud en miettes que je ne sais pas quoi faire. » Le reste de la semaine et le week-end furent difficiles pour Nicolas. Il oscillait entre la peur et la colère. Au fond de lui, il comprenait que Marie-Claire l'avait quitté émotionnellement et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne le quitte physiquement. Depuis plusieurs semaines, il n'était plus un couple heureux. Il avait commencé à se détacher mentalement d'elle, bien qu'il ne soit pas sûr qu'elle le trompait. Si elle ne le trompait pas, ils avaient un autre problème, car ils n'étaient tout simplement plus le couple aimant qu'ils étaient autrefois. Enfin arriva son rendez-vous avec François et son ami. Nicolas était presque certain que cet ami serait un détective privé. Il était nerveux et sentait son estomac se nouer. Nicolas était bouleversé et se sentait mal. Il sentait la colère monter en lui et savait que François et son ami pouvaient le voir. Il était terrifié par ce qu'il allait apprendre, et en même temps, il voulait savoir. François se leva quand Nicolas approcha de la table, lui serra la main et l'étreignit. Après les salutations, il présenta Nicolas à son ami Simon au bar, qui s'avéra être un enquêteur. Ils s'assirent un moment, étudiant le menu pour commander. La serveuse vint prendre leur commande, après quoi François dit « Passons d'abord aux choses désagréables, d'accord ?» Il regarda son ami, puis Nicolas. Le détective privé sortit une grande enveloppe de sa sacoche. Il la tendit à Nicolas et dit « Nous avons surveillé votre femme et Monsieur Dubois à la demande de Monsieur Forestier. La surveillance a duré 20 jours depuis notre embauche jusqu'à samedi soir dernier. Pendant cette période, nous avons découvert qu'ils déjeunaient ensemble quotidiennement, sauf le dimanche où elle semblait toujours rester à la maison. Leurs rencontres étaient dispersées dans tout Paris, mais se déroulaient toujours dans de bons hôtels, après quoi ils se rendaient dans une chambre louée par la compagne de Monsieur Dubois. Simon fit une pause pour laisser à Nicolas le temps d'assimiler l'information, puis continua. À 8 reprises différentes,
Nous avons réussi à entrer dans la chambre en nous faisant passer pour le service d'étage. Dans les 8 cas, le lit était défait. Des photos de la chambre et des sujets sont incluses dans le rapport. Nous avons également enregistré chaque rencontre en plaçant un micro sous la porte de la chambre. Et chaque fois, l'enregistrement montrait que les sujets s'adonnaient à des activités intimes dans la chambre. Nicolas essaya de garder son calme, mais ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il prit l'enveloppe. Simon poursuivit. De nombreux jours, nous avons documenté des contacts inappropriés au QG de campagne ou après. Nous avons des photos des sujets le faisant 3 fois au QG de campagne et une fois alors qu'ils assistaient à une soirée dans un bar local avec des amis et des partisans de Monsieur Dubois. François posa sa main sur l'épaule de Nicolas, essayant de soutenir son ami. Nicolas prit une profonde inspiration, tentant de maîtriser ses émotions. Le meilleur, ou du moins le plus accablant, sur lequel nous sommes tombés, c'est quand Monsieur Dubois a utilisé votre femme pour obtenir le soutien du syndicat des employés municipaux, continua Simon. Ils ont rencontré le président du syndicat, Stéphane Negrano, dans un club privé. Il semblait très attiré par votre femme. Nous avons des photos d'elle assise sur ses genoux. Nicolas sentit son visage s'embraser de colère et de honte. Il serra les poings sous la table, essayant de se contenir. Mon agent a réussi à s'approcher suffisamment pour enregistrer la conversation, dit Simon. Écoutez cet extrait de l'enregistrement, puis nous poursuivrons. Simon posa un petit ordinateur portable sur la table et commença à lire un extrait d'une clé USB. Vous aurez une copie de cette clé USB dans votre rapport, mais je voulais discuter de cet incident avec vous avant que nous ne terminions notre réunion. Mon agent a jugé cette information très précieuse, et je pense que votre avocat le pensera aussi. François et Nicolas se penchèrent en avant et commencèrent à écouter et à regarder l'extrait suivant. Pendant la séance, Marie-Claire était assise entre Julien et Stéphane. Les 2 hommes se penchaient sur elle pour parler, et les mains de Julien parcouraient son corps. On entendait Marie-Claire lui demander d'arrêter, mais il lui disait « Allez, Marie-Claire, je le sens, et tu sais que tu aimes ce que nous faisons. Détends-toi et laisse-toi aller. » Quand il arrêta de parler, Julien se pencha vers Marie-Claire et l'embrassa. Stéphane regarda Julien et dit « Julien, je pense que tu sais ce que tu dois faire pour obtenir l'approbation du syndicat. Je veux passer le week-end avec cette dame. Si j'obtiens ça, je garantirai le soutien du syndicat à ta candidature. » Marie-Claire se raidit et essaya de se lever, sifflant « Non, ça n'arrivera jamais. » Maintenant lâchez-moi. Stéphane regarda simplement Julien et leva les sourcils. Julien déglutit et se pencha vers Marie-Claire. Il dit « Chérie, nous avons vraiment besoin de cette approbation. S'il te plaît, accepte juste et aide-moi avec ça. Ça aidera à assurer notre avenir, et de toute façon, tu l'as déjà fait avant. Dis simplement à ton crétin de mari que tu as une réunion ce week-end. » Sur la vidéo, Marie-Claire semblait choquée et résista encore quelques secondes, puis elle se détendit et accepta. À peu près à ce moment-là, le gérant du club s'approcha de la table. Il regarda Marie-Claire, puis les hommes de chaque côté d'elle. Il avait l'air nerveux et bégaya en parlant. « S'il vous plaît, monsieur Negrano, j'ai fermé les yeux sur beaucoup de choses, mais on m'a informé que vous et les gars êtes devenus trop visibles. Le lieutenant Jones m'a dit que le chef a demandé à certains de ses inspecteurs de venir au club et d'essayer de mettre fin à des activités comme celles que vous avez avec la dame. S'ils nous attrapent à faire ce genre de choses, ils me fermeront. Pourriez-vous passer dans l'une des salles privées ou à l'hôtel? S'il vous plaît, monsieur. Cette entreprise est tout ce que j'ai pour gagner ma vie. » Stéphane rit et regarda l'un des hommes costauds de l'autre côté de la table. Il dit « Et, Ralph, tu pourrais donner quelques billets à Joe pour son dérangement? La petite dame et moi allons au Novotel pour le week-end. Organise ça pour moi, d'accord. Arrange ça comme une réunion des dirigeants syndicaux, comme on le fait d'habitude. » Nicolas sentit sa colère monter et commença à se lever. Il gronda. « Cette salope menteuse. Elle n'était pas ici le week-end dernier. Elle m'a appelé vendredi soir et m'a dit qu'on lui avait confié une réparation d'urgence pour son employeur,
et qu'elle s'envolait pour Marseille. François et Simon l'attrapèrent et le rassirent. Simon dit « S'il vous plaît, gardez votre calme, monsieur. Je veux avancer rapidement et vous montrer un autre extrait, puis nous vous laisserons lire le rapport vous-même. Nous avons quelques idées à ce sujet que je voulais discuter avec vous, mais j'ai pensé que vous voudriez peut-être regarder la clé USB avant que nous n'en discutions. » Nicolas prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Il hocha la tête, indiquant à Simon qu'il était prêt à continuer. « Maintenant, mon agent a arrêté de filmer dans le club et a appelé des renforts, » poursuivit Simon. « Mes agents ont réussi à devancer Stéphane et à arriver au Novotel. Après que les hommes de main l'aient enregistré, lui et Marie-Claire sont allés au bar pour boire un verre. Mes agents ont suivi les hommes de main dans la chambre, déguisés en personnel de l'hôtel que nous avions acheté. Quand ils ont ouvert la porte, mes hommes les ont suivis. Une fois que les hommes de main ont fini d'inspecter la chambre, mes gars ont commencé à disposer des oreillers, des fleurs et d'autres décorations. » Simon sourit et continua. Le plus âgé a même envoyé son assistant chercher des fleurs fraîches et du champagne pour avoir une excuse pour traîner plus longtemps dans la chambre. Nous avons réussi à installer plusieurs caméras et microphones dans la pièce principale et les deux chambres. Au moment où votre femme et Stéphane sont revenus dans la chambre, ils étaient tous les deux ivres. Les caméras ont capturé ces images, entre autres. Simon commença à lire à nouveau la clé USB sur son petit ordinateur. Marie-Claire et Stéphane entrèrent dans la chambre et fermèrent la porte. Puis ils allèrent dans la chambre et s'y adonnèrent. Après cela, Simon éteignit l'ordinateur. Il regarda Nicolas et dit « Votre femme est restée dans la chambre d'hôtel jusqu'au check-out lundi. Pendant ce temps, elle s'est divertie avec tous les cadres supérieurs du syndicat des employés municipaux, ainsi qu'avec Stéphane. Nous avons entendu des plans pour utiliser l'argent du syndicat et les salaires des employés du syndicat pour soutenir la campagne de Julien pour la mairie. Tard samedi soir, Julien a visité la chambre, et lui, le directeur et Stéphane ont diverti Marie-Claire presque toute la nuit. Nous avons des photos de cela, ainsi que des images d'eux planifiant l'utilisation abusive des fonds municipaux si Julien est élu. Nous avons également des photos du sénateur Nussbaum et de deux juges se divertissant avec votre femme et Julien Dubois. Les enregistrements montrent qu'il a échangé ses services contre leur soutien. L'enquêteur regarda Nicolas un moment avant de continuer. Il dit « Lors de votre tentative pour surprendre votre femme et monsieur Dubois au dîner de campagne, ils étaient sur le point de le faire sur scène. Il commençait tout juste quand elle vous a entendu et l'a forcé à s'arrêter. C'est à ce moment-là qu'ils se sont enfuis loin de vous. Nous avons des photos de ce qui s'est passé là-bas. Ça aurait été mieux si vous n'étiez pas intervenu. Les photos de l'acte dans cet endroit auraient été très compromettantes. Nous allions filmer avec la foule en arrière-plan. Au moins, vous n'avez pas été pris et n'avez pas fait de scène qui aurait encore plus nui à vos efforts pour terminer tout cela d'une manière favorable pour vous. » Nicolas était assis, abasourdi par tout ce qu'il venait d'entendre. Son monde s'écroulait autour de lui. Il se sentait trahi, humilié et en colère. Simon poursuivit. « Nous vous avons fourni une copie de tout le dossier, monsieur, et nous le fournirons à votre avocat si vous le souhaitez. Nos honoraires pour l'enquête couvriront tout témoignage au tribunal si nécessaire. Cependant, je recommanderais de continuer la surveillance pour d'éventuelles poursuites pénales. Je sais que c'est généralement la police qui s'en occupe, mais si nous fournissons à eux et au parquet la documentation sur le détournement de fonds et la conspiration, ils prendront nos accusations plus au sérieux. De plus, si vous demandez le divorce et que votre femme se retrouve en prison, vous obtiendrez un meilleur règlement. » Nicolas prit une profonde inspiration, essayant de rassembler ses pensées. Il regarda François, puis de nouveau Simon. « Que me suggérez-vous de faire maintenant ?» demanda-t-il. François se pencha en avant et dit « Nicolas, je pense que tu dois immédiatement contacter un avocat spécialisé en divorce. Nous pouvons utiliser ces informations pour obtenir un meilleur règlement pour toi. De plus, nous devrions envisager de porter plainte auprès des autorités. » Nicolas hocha la tête, essayant encore d'assimiler toutes les informations qu'il venait de recevoir.
Il se sentait vidé et trahi, mais aussi déterminé. « D'accord, dit-il. Faisons-le. Je veux en finir avec ça le plus vite possible. » Simon tendit à Nicolas une carte de visite. « Voici les coordonnées d'une très bonne avocate spécialisée en divorce avec qui nous avons travaillé par le passé. Elle est spécialisée dans les affaires complexes comme la vôtre. 6 mois s'étaient écoulés depuis les arrestations. Les procès de Dubois et de ses complices battaient leur plein, chaque jour apportant de nouvelles révélations de corruption et de tromperie. Marie-Claire, en échange d'une peine plus légère, avait accepté de témoigner contre ses anciens complices. Nicolas observait les événements avec un étrange sentiment de détachement. Son divorce était finalisé, son témoignage donné. Maintenant, il essayait de rassembler les morceaux de sa vie et d'aller de l'avant. Un soir, il était assis avec François sur la terrasse de la maison de son ami, regardant le soleil se coucher sur Paris. « Alors, dit François en tendant une bière à Nicolas, tu as pensé à ce que tu vas faire maintenant ?» Nicolas haussa les épaules. « Honnêtement, je ne suis pas sûr. Mon travail va bien, mais je ne sais pas. J'ai l'impression que j'ai besoin de changer quelque chose. » François hocha la tête. « Tu sais, j'ai toujours dit que tu étais trop talentueux pour cette société de courtage. Peut-être qu'il est temps de te lancer à ton compte ?» Nicolas regarda son ami avec surprise. « Tu es sérieux ? » ?»« Absolument, dit François. En fait, j'ai une proposition. Je pense à élargir mes investissements, peut-être créer un petit fonds. J'ai besoin d'un partenaire en qui je peux avoir confiance. Quelqu'un avec ton expérience et ton intégrité. » Nicolas sentit une vague d'excitation grandir dans sa poitrine. « Tu es sûr ? Après tout ce qui s'est passé ?» François posa sa main sur l'épaule de son ami. « Nicolas, tu as traversé l'enfer et tu en es sorti plus fort. Tu as prouvé ton intégrité d'une manière que peu de gens peuvent imaginer. Il n'y a personne en qui j'aurais plus confiance. » Ils discutèrent de l'idée jusqu'à tard dans la nuit, esquissant des plans et rêvant de l'avenir. Quand Nicolas rentra enfin chez lui, il sentait en lui une nouvelle énergie, un nouveau but. 1 an s'était écoulé depuis le jour où Nicolas et François avaient discuté de l'idée d'une entreprise commune. Beaucoup de choses s'étaient passées pendant ce temps. Leur société d'investissement, Ellington Forestier, avait rapidement acquis la réputation d'être l'une des plus fiables et éthiques de la ville. Nicolas était assis dans son nouveau bureau, regardant le paysage parisien par la fenêtre. Sur son bureau se trouvait le journal du matin avec le titre « L'ancien candidat à la mairie Dubois condamné à 20 ans de prison ». C'était une sorte de conclusion, le point final d'un chapitre de sa vie qu'il avait tant voulu clore. On frappa à la porte et Laura entra, maintenant non plus seulement la compagne de François, mais leur analyste financière en chef. « Prêt pour la réunion, patron ?» demanda-t-elle avec un sourire. Nicolas acquiesça, se levant et boutonnant sa veste. « Plus que prêt. Allons leur montrer ce dont les investissements éthiques sont capables. » Alors qu'il marchait dans le couloir, Nicolas ressentit une bouffée de fierté. Son équipe n'était pas seulement performante, il changeait les règles du jeu, prouvant qu'on pouvait réussir dans les affaires sans compromettre ses valeurs. Avant d'entrer dans la salle de conférence, Nicolas s'arrêta un instant. « Ça va ?» demanda Laura, remarquant sa pose. Nicolas sourit, ressentant une profonde satisfaction. « Oui, dit-il. Je vais plus que bien. » Sur ces mots, il ouvrit la porte, prêt à affronter une nouvelle journée et de nouvelles opportunités. La vie lui avait appris que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir pour un avenir meilleur si l'on reste fidèle à soi-même et à ses principes. Lorsque Nicolas entra dans la salle de conférence, il fut accueilli par les visages souriants des clients et des collègues. Il se sentit envahi par un sentiment de gratitude. Malgré toutes les épreuves, il avait trouvé sa place, son but. François, debout près du tableau blanc, lui fit un clin d'œil. « Alors, commençons », dit-il en se tournant vers l'assemblée. « Nous avons quelques propositions intéressantes qui, nous en sommes sûrs, vont vous plaire. »